Le Mali renforce sa coopération avec la Turquie dans le domaine militaire. Bamako abritera dans 48 heures la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité, en abrégé BAMEX 25, un rendez-vous de grande portée qui permettra aux visiteurs de découvrir les dernières innovations technologiques en matière de défense et de sécurité. À 2 jours de l'événement, nous vous parlerons des enjeux du BAMEX 25 dès le début de cette édition. Année de la culture, le parrain du mois de novembre est un vieux briscard de la culture. Son combat à la protection et la préservation des biens culturels. Son nom, Dr Samuel Sidibé. Il a été directeur du Musée national pendant 3 décennies et délégué général des rencontres africaines de la photographie pendant une dizaine d'années. Son parcours avec Cheikh Oumar Sangari. Le dossier culture nous amène aussi à Tombouctou pour parler d'une tradition bien ancrée dans la société. Il s'agit du Mada, un rituel bien structuré regroupant des panégyristes rendant hommage au prophète Mahomet, paix et salut sur lui, pendant le Maoulouda. Avec Najim Baba Sissé, nous allons découvrir les secrets qui entourent la lecture des panégyriques. Vous servir est un réel plaisir. Bonsoir à tous et merci pour votre fidélité à la grande édition de ORTM1, un événement grandeur nature et impressionnant. Bamako abrite du 11 au 14 novembre prochain la toute première édition du Salon international de la défense et de la sécurité, en abrégé BAMEX 25. C'est une initiative du gouvernement malien en partenariat avec la Turquie. Il s'agit d'une plateforme de découverte des nouvelles technologies en matière d'armement. Ce salon permet aussi de renforcer les liens de coopération entre le Mali et la Turquie. En somme, BAMEX 25 fera de notre pays un hub régional en matière de défense et de sécurité au Sahel et en Afrique. Les enjeux du BAMEX 25 version 2025 avec Ben Massibi. L'axe Bamako-Ankara se renforce. Au-delà des engagements, des actions concrètes de développement et de sécurité sont posées. Et la première édition du Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako, BAMEX 2025, en est une belle illustration. L'excellente relation de coopération avec la Turquie, fondée sur la confiance, a favorisé l'organisation de cet événement à portée stratégique majeure. Stratégique car organiser le BAMEX 25, c'est d'abord montrer la volonté des autorités de trouver des solutions modernes et innovantes pour une meilleure protection des personnes et de leurs biens, mais aussi préserver l'intégrité territoriale. Le BAMEX 2025 offre une plateforme unique pour valoriser le dialogue stratégique entre décideurs, experts, chercheurs et praticiens. Le BAMEX 25 est un salon de promotion et de présentation des technologies de défense. Il permet au Mali et à l'Afrique tout entière de renforcer leur partenariat stratégique tout en positionnant le Mali comme un hub régional en matière de défense et de sécurité. Le BAMEX ouvre à l'Afrique des innovations mondiales en matière de défense et de sécurité, ce qui va certainement contribuer à renforcer les partenariats bilatéraux et multilatéraux essentiels dans un domaine aussi sensible que la sécurité. L'attractivité du Mali est aussi renforcée car le BAMEX 25 est une plateforme unique en Afrique où se rencontrent forces armées, gouvernements, industriels, experts et médias pour découvrir les dernières innovations technologiques en matière de défense, échanger sur les stratégies de sécurité et établir des partenariats. Le choix du Mali pour abriter ce salon n'est pas un hasard. En effet, notre pays occupe une place centrale au Sahel et en Afrique de l'Ouest. Il constitue aujourd'hui un carrefour stratégique pour la coopération internationale en matière de défense et de sécurité. Accueillir BAMEX 25 ici, c'est reconnaître le rôle majeur du Mali dans la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité sur le continent africain. Comme vous le savez, les défis et les enjeux en matière de défense et de sécurité évoluent très rapidement. Nous avons le devoir d'anticiper les risques et menaces qui éprouvent nos États et d'y apporter les réponses les plus appropriées pour le bonheur de nos populations, dont la seule quête est de vivre dans un environnement sécurisé. Le Salon international de la défense et de la sécurité de Bamako s'annonce comme le plus grand rendez-vous de défense d'Afrique en termes d'envergure, de portée et d'importance stratégique. L'événement s'ouvre ce 11 novembre pour 4 jours, 2 jours consacrés à l'exposition de technologies et matériels, de conférences et tables rondes et 2 jours de démonstrations et d'ateliers pratiques. Le BAMEX 25, ce sont des solutions innovantes pour la défense et la sécurité dans un contexte marqué par de multiples menaces sécuritaires et le challenge de
cette première édition est de mettre l'Afrique au cœur des innovations mondiales de défense. Et vous pourrez suivre ce soir dans nos programmes le premier numéro du journal spécial consacré au BAMEX 25 et c'est un journal présenté par Sira Bachili. Nous ouvrons la page culture, c'est juste après le jingle. La culture a été au cœur de ma vie, de toutes mes activités professionnelles. Ces mots sont du parrain du mois de novembre de cette année de la culture, Samuel Sidibé, archéologue chevronné. Il a imprimé sa marque au Musée national qu'il a dirigé pendant 30 ans. Il a aussi été délégué général de la Biennale africaine de la photographie pendant une bonne dizaine d'années. Actuel directeur du Parc national, l'homme est une référence dans la lutte contre le trafic illicite des biens culturels. Dr Samuel Sidibé, parrain du mois de novembre sous les projecteurs de Cheikh Oumar Sangari et Mariam Koulibaly. Derrière son calme olympien, l'incarnation de la muséologie au Mali. Samuel Sidibé a vu le jour au début des années 50 à Somasso, au pays Minyanka, dans le cercle de Bla. Il continue sa scolarité en obtenant son diplôme d'études fondamentales DF à l'école primaire protestante de Yorosso avant d'entrer au lycée Badala de Bamako en 1968. Après le baccalauréat, Samuel voit son rêve d'homme de droit s'envoler car seul le destin a raison sur l'homme et il l'entraîne dans le domaine de l'archéologie. Donc le choix de l'archéologie était donc pas un choix personnel, c'était un choix dicté par le ministère de l'Éducation à l'époque. À l'époque d'ailleurs on ne disait pas archéologie, on disait muséologie. Et j'avais été donc envoyé en France pour faire des études de muséologie parce que je pense qu'à l'époque ça correspondait à un plan que l'État avait fait pour le développement des musées. Ainsi, à l'université de Clermont-Ferrand en France, Samuel Sidibé décroche une maîtrise en histoire de l'art avant de présenter une thèse à Paris 1 Sorbonne sur l'archéologie funéraire de l'Afrique de l'Ouest. Nous sommes en 1980. Rentré au pays après les études, l'archéologue intègre la fonction publique par l'Institut des sciences humaines où il dirige des fouilles archéologiques pendant 7 ans. Puis, il devient en février 1987 le directeur du Musée national. Face aux défis du moment, l'homme s'érige en rempart contre le vol et le bradage du patrimoine culturel national. Le pays était victime de pillages importants. Les sites archéologiques étaient considérablement pillés. Les objets étaient exportés illicitement. Nous avons profité de ce moment pour créer une véritable conscience autour de la nécessité de protéger le patrimoine. Par exemple, donc, les textes de loi qui permettaient de protéger le patrimoine, nous avons élaboré l'ensemble de ces textes. Et au-delà donc de l'élaboration de ces textes et de la mise en œuvre de ces textes, nous avons travaillé au niveau international avec des organisations comme le Conseil international des musées, comme l'ICOM, pour créer une véritable sensibilité autour du patrimoine culturel. Grâce à ces efforts et à travers achats, dons, legs et autres restitutions, le fonds du musée national est considérablement alimenté. Même dans cette salle, vous avez un objet ici qui a appartenu à Jacques Chirac, qui a été offert à Jacques Chirac, et qu'à cause donc de la bagarre que nous avons faite, cet objet, Jacques Chirac a été obligé de ramener cet objet au Mali. Il y a un autre objet ici qui a été acheté à l'époque par le musée de Kebrali, mais à cause de la bagarre qu'on avait soulevée, à cause de la sensibilité qu'on avait fait, le musée de Kebrali a retourné la pièce. Et beaucoup de pièces ici sont des pièces qui ont été retournées à cause du fait effectivement que nous avons créé au niveau international ce sentiment que ce patrimoine africain doit être préservé. Pour mieux conserver ces objets, Samuel initie un ambitieux projet de modernisation et d'agrandissement du musée national. On est passé de 400 mètres carrés de surface d'exposition à plus de 1000 mètres carrés de surface d'exposition. Toutes les salles que vous avez, la salle textile que vous avez vue, la salle d'exposition temporelle que vous avez vue, la boutique, etc., etc. Tout ça, ça faisait partie effectivement de ce projet d'extension.
Parmi les prouesses du docteur Samuel Sidibé au musée national, on note également l'exposition Les Vallées du Niger qui a bénéficié de la collaboration de 8 autres musées dont 6 africains et 2 français en 1992. Ajoutez à cela l'impressionnante exposition contemporaine intitulée Contact Zone en 2005. Après 30 ans de service à la direction du musée national, Samuel fait valoir ses droits à la retraite en 2017. Depuis, il dirige le parc national qui est aussi l'émanation d'un des projets dont il fait partie des initiateurs. Un projet qui englobe promotion du patrimoine culturel, protection du patrimoine naturel et sauvegarde de la biodiversité. Si vous regardez la topographie des lieux, vous avez d'un côté le musée, vous avez le parc botanique et vous avez le parc zoologique. Et l'idée, c'était donc de faire en sorte que la question de la culture et de la nature soit prise ensemble. Sous son leadership, le parc enregistre plus d'1 million de visiteurs par an. Samuel Sidibé, c'est de la constance au service de la culture. Ainsi, il fut délégué général de la Biennale africaine de la photographie ou les rencontres de Bamako de 2005 à 2017. Ces pionniers de la lutte contre le trafic illicite des biens matériels prônent à la fois conservatisme et contemporanéité dans la concrétisation du Malikoura. Et je pense que le Malikoura doit contribuer à mettre des valeurs en exergue. Notre passé, oui, il est important parce qu'il est porteur de valeurs, il est porteur de savoir, il est porteur de conscience. Mais aujourd'hui, ce passé doit servir à construire les valeurs contemporaines. Et ce sont ces valeurs contemporaines qui doivent être liées effectivement à notre capacité créative qui vont faire effectivement que le Malikoura va se construire. C'est avec joie, fierté et modestie que les septuagénaires abordent le mois dont il est désigné parrain par le département en charge de la culture. La culture a été donc au cœur de ma vie, de toute mon activité professionnelle. Et je pense que si je peux aider à ce qu'il y ait un petit plus pour ce mois, je suis complètement disponible à le faire. Figure charismatique de la protection du patrimoine culturel, Dr Samuel Sidibé, bien que tombé dans les chaudrons de l'art par hasard, incarne la conscience populaire de conservation de l'immense réservoir culturel dont dispose le Mali. Bon courage donc aux parrains du mois de novembre. 39 jours nous séparent de la biennale artistique et culturelle que la cité des 333 saints abritera. En attendant le jour J, Tombouctou renoue avec ses traditions. Ce soir, nous parlons du Mada, un rituel bien structuré regroupant des panégyristes rendant hommage au prophète Mohamed, paix et salut sur lui, pendant le Maouloud. Dans le reportage qui va suivre, Najim Babasissé et Mahmoud Askofari nous dévoilent les secrets qui entourent la lecture des panégyriques. Le Mada est dirigé par une personnalité très influente dans la communauté des panégyristes. On l'appelle le Cheikh Al-Mada. Il organise la lecture, ajuste les tons et corrige les erreurs et malprononciations. Chaque point de la lecture de la ville a son Cheikh Al-Mada. Suivons ensemble. À Tombouctou, la culture est profondément ancrée dans tous les aspects de la vie et même la religion n'y échappe pas. Ainsi, le Mada ou lecture panégyrique occupe une place particulière. Il s'agit des séances de récitation poétique destinées à rendre hommage au prophète Mohammed, paix et salut sur lui, durant la célébration du Maouloud. Et le Mada, on lit un livre spécifique qui est Ibn Muhib, qui est d'un Andalou, Al-Fazazé l'Andalousie. C'est le livre le plus lu ici, mais on lit aussi d'autres poèmes panégyriques. Ces moments de ferveur spirituelle sont dirigés par une personnalité très respectée, appelée le Cheikh Al-Mada, en raison de son rang et de sa valeur aux yeux de la communauté des panégyristes. Chaque point de lecture dispose de son propre Cheikh Al-Mada. Le Cheikh Al-Mada, c'est une personnalité connue d'une famille qui maîtrise les panégyriques. Donc les mélodies, les intonations, tout ça,
Et donc le Cheikh Al-Mada, c'est lui qui coordonne la lecture du Mad. Il coordonne, il dirige. Il y a deux groupes de lecteurs, un premier et un second. C'est lui qui les donne. C'est lui qui suit tout le monde pendant à la moindre erreur, il peut arrêter et corriger. Donc c'est lui qui donne aussi l'intonation. Il y a des périodes où on lit lentement, il y a des périodes où on lit longuement, il y a des périodes où on élève la voix, il y a des périodes où on abaisse. Donc c'est lui qui est l'ordonnateur de tout. La mosquée de Djingarayber fut la première à organiser les séances de Mada avant que la tradition ne s'étende aux autres grandes mosquées de la ville. Le Mouloud même sous cette forme a débuté à Djingarayber avec Aboul Qasim Touati. Donc c'est lui qui le tout premier faisait lire les panégyriques et en pleine lecture il tirait des pains tout chauds du nez pour distribuer aux lecteurs. Bien vrai que la mosquée de Djingarayber fut le premier point de lecture. Et après, depuis l'an 1591, Sankoré fut indépendant. Et pendant cette période, il y a une famille qu'on appelle les Sanhaj. Le rôle de l'imama leur a été confié. Et ces Sanhaj ont eu des cousins qu'on appelle les Bani Laoutoun. C'est eux qui les secondent au rôle de substitut et on les a attribué aussi le rôle de cheikh. La nuit de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, les cheikhs et descendants des familles des grands panagéristes tels que la famille Alamine Sissé de Djingarayber, les Wangara de Badjinde et les Balilaoutoun de Sankoré offrent un dîner aux lecteurs avant que ceux-ci ne se rendent aux différents lieux de lecture. Donc on met importance. Ce dîner que les cheikhs offrent est un symbole de cohésion entre les populations et ça se passe une fois par an à chaque naissance. Comme vous pouvez le constater, des hautes personnalités sont là et mangent comme tout le monde. Parce que depuis que nous on a trouvé que vraiment c'est le même rythme, rien n'a changé, les gens sont contents, tout le monde est content. Nous prions le bon Dieu que ça continue avec toutes les générations qui vont venir. Ça c'est une occasion qui date de très longtemps. Nous avons hérité ça de nos arrière-grands-pères, aux grands-pères, jusqu'à nos papas. Donc à chaque fête de Mouloud, la naissance, c'est le Cheikh Al-Mada qui organise un dîner pour les lecteurs. Donc après le dîner, là, ils vont se retrouver à la mosquée pour les louanges du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après ça, on se donne au revoir, on fait des vœux pour tout le pays, la ville et tout le monde. À Djingarayber, tout comme à Sankoré et Sidieya, les panagéristes se répartissent en file et alternent les récitations selon un rythme tantôt accentué, tantôt adouci, sous le regard attentif du Cheikh Al-Mada. À la fin des éloges au prophète, le Cheikh, généralement le plus âgé et le plus expérimenté, est raccompagné jusqu'à son domicile, à pas cadencé des panagéristes, récitant à basse voix deux proses distinctes. C'est des poèmes d'un poète qu'on appelle Fasdouk. Le premier poème c'est Haza Selil et le deuxième c'est Talib al-Ilm. Bon, le premier poème c'est un poème à la mémoire, à la gloire d'un petit-fils du prophète. Et l'autre c'est en faveur des vertus du savoir. Dans le murmure des voix qui s'élèvent pour célébrer le prophète, c'est toute l'âme de la cité des 333 saints qui continue de vibrer, fidèle à sa foi, à sa poésie et à son héritage spirituel. Les jeunes sont invités à perpétuer cette tradition à la fois religieuse et culturelle. En troisième région, l'association Fraternité Dogon et sympathisants de Sikasso apporte sa contribution aux activités de l'année de la culture, une immersion culturelle avec des danses et chants à magnifier la fraternité et la cohésion entre les communautés. L'idée est de mettre en lumière le patrimoine culturel Dogon. Je vous invite à une immersion dans l'univers Dogon dans ce reportage de Moussokoro Sérémé et Souleymane Bamba. Un décor aux couleurs de l'authenticité, de la tradition, de la transmission et de la mémoire d'un peuple. Celui de la communauté Dogon vivant à Sikasso. Le pays des falaises,
semble s'être transporté dans la salle de spectacle Chichara le temps d'une journée culturelle dédiée à la fraternité. À travers cette scénographie vivante, empreinte d'histoire et de symboles, l'association de la fraternité Dogon et sympathisants affirme avec fierté et élégance son identité culturelle et s'engage à sauvegarder et à faire vivre les valeurs ancestrales dans un Mali uni dans sa diversité. La culture Dogon est très riche en diversité, instituée par nos ancêtres et transmise de génération en génération. Une génération qui perd sa culture, perd sa racine et se retrouvera dans la MIP. Dans un monde en quête de repères, l'unité dans la diversité se révèle comme une nécessité vitale. Une conviction portée haut par les initiateurs de cette première édition qui ont su fédérer les communautés de la région autour d'un même idéal, la cohésion sociale, le vivre ensemble et la paix. Ni kene modèle la tanke dogono do hal nuko ma an fulaw wala an kumbina parce que amba ye doron dogono bi fem bara an kan ka bara ke nyogon fe ka sababu ka an fa kelen ba kelen we surtout ne nana ne muye o yi miri janya ka sababu ke dogono yi mun fem yira anaya o ba an se ka ta an dambe ma Guinée Dogon a été initié, réfléchi et mis en œuvre par des cadres Dogon qui ont vu la nécessité de libérer la culture Dogon de l'emprise des cultures occidentales et arabo-musulmanes. Et ces moments de brassage et de communion sont plus qu'essentiels dans le cadre de la consolidation d'une paix durable. L'année 2025 a été décrétée par le président de la transition, son Excellence le général Assimi Goïta, comme année de la culture. Comme il a été dit, cela doit être une fois de plus l'importance que nos plus autorités accordent à la culture. La culture étant également facteur de paix, de cohésion sociale d'unité nationale, elle transcende les différentes cultures économiques, sociales et religieuses. Une génération qui perd sa culture perdra forcément ses racines. C'est donc un public émerveillé et acquis pour la cause de la fraternité et de cette cohésion sociale qui aura voyagé au cœur de la richesse culturelle Dogon à travers toute une palette de trésors artistiques. Danse des masques, sketch, slam, prestations d'artistes, présentation des circoncis, défilés de mode et des plats du terroir, un rituel d'identité et d'unité partagée dans la ferveur et l'harmonie. Clap de fin pour l'Académie des blogueurs du Mali. Ils sont influenceurs et jeunes blogueurs à se retrouver au Palais des Pionniers de Bamako pour apprendre des notions telles que la lutte contre la désinformation, l'entrepreneuriat, jeunesse et citoyenneté. Cette troisième édition avait pour thème le rôle des influenceurs numériques dans la lutte contre la désinformation pour un Mali en paix. Au nombre de 100, cette promotion est baptisée Mbara Diaouyakwe, directeur pays de Search for Common Ground. Le reportage de Amnet Abrima Ouedrago et Moulay Sidibé. Pour mieux se former, les blogueurs du Mali érigent les palais des pionniers en camp d'apprentissage. Ici, 100 jeunes, blogueurs et influenceurs venus des 4 coins du Mali ont été outillés pour mieux servir à travers le numérique. Nuit et jour, des experts se sont succédés pour exécuter un programme riche et varié devant les stagiaires. C'est une opportunité pour nous d'apprendre l'éthique et la responsabilité de l'écriture. La désinformation aujourd'hui nuit à tout le monde et c'est des opportunités pour apprendre les astuces pour combattre ça et véhiculer des messages de paix et consolider la paix bien sûr. Utiliser les mots pour réunir, les claviers pour informer et les réseaux sociaux pour lutter contre la désinformation et les discours de haine. C'est tout le sens de l'Académie des blogueurs du Mali.
L'initiative est au compte du réseau des blogueurs du Mali, Communitas, appuyé par ses partenaires. Ces jeunes venus des 4 coins du Mali ont réalisé une vidéo de sensibilisation sur l'environnement par groupe, un manifeste d'engagement citoyen et une ligne éditoriale sur 365 jours en raison d'une publication par jour. Désormais, vous êtes les gardiens du terrain d'entente numérique, ceux qui refusent la facilité du cash pour choisir la profondeur du dialogue. Que vos blogs, vos pages, vos comptes deviennent des phares de paix. Rôle des influenceurs numériques dans la lutte contre la désinformation pour un Mali en paix. C'est le thème de cette 3e édition. Un thème qui s'inscrit en droite ligne avec les objectifs du département en charge de la communication. Nous croyons fermement que le numérique malien ne se construira pas uniquement à travers des infrastructures et des technologies, mais surtout grâce à des femmes et des hommes éclairés, formés, créatifs et surtout responsables. Durant l'aventure, 4 participants se sont fait distinguer par leur engagement pour la protection de l'environnement en veillant sur l'hygiène et l'assainissement des lieux. Un engagement sanctionné par des reconnaissances publiques. Et la page AES nous conduit au Burkina. Le Premier ministre a procédé ce jour 8 novembre à l'inauguration du Centre régional de formation professionnelle à Bobo-Dioulasso. Il s'agit pour le gouvernement de joindre l'acte à la parole dans la vision du président du Faso de réformer notre système éducatif. Ce centre vise à apprendre aux jeunes des métiers spécifiques afin qu'ils puissent s'insérer plus facilement dans le marché du travail. Betty Bienao et Jérôme Tenango étaient à la cérémonie. Voici leur compte-rendu. De 7 métiers à 14, le Centre régional de formation professionnelle de Bobo-Dioulasso entre dans une nouvelle ère. Inauguré ici par le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. La vision du président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, de réformer le système éducatif burkinabé pour l'adapter aux besoins du marché afin de booster l'employabilité des jeunes est ainsi une réalité. La réhabilitation et l'agrandissement de ce centre régional de formation professionnelle participe de cette vision. Une capacité de 500 apprenants à 850, ce qui signifie qu'on a plus de capacité d'accueil et surtout que ceux qui viennent ont plus de palettes et peuvent choisir entre plusieurs types d'offres de formation professionnelle et technique. Pas d'exigence particulière pour s'inscrire dans ce centre. Il est ouvert à tous. Et qui de mieux que le ministre en charge de la formation professionnelle pour le marteler ici? On peut dire qu'ici peuvent se former ceux qui sont allés à l'école, ceux qui ne sont pas allés à l'école, ceux qui sont déjà en emploi, ceux qui veulent se reconvertir. Tout le monde a sa voix dans ce centre. Tant pour la région du Guirico que pour les partenaires techniques du Burkina, ce pôle d'excellence professionnelle est une aubaine pour la jeunesse et il convient d'en faire une bonne exploitation. Ce centre vient donner aux jeunes les moyens de se développer par eux-mêmes, par leur savoir-faire et leur savoir-devenir. C'est le lieu pour moi d'exprimer mon engagement personnel ainsi que celui de l'ensemble des collaborateurs à veiller avec soin sur ce joyau architectural, symbole d'espoir et de progrès pour le Burkina Faso, particulièrement pour la région du Guirico. L'ouverture de ce centre régional de formation professionnelle n'est qu'un pas, rassure le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le gouvernement porte un ambitieux programme de formation qualifiante pour la jeunesse. La balle est donc dans le cadre de celle-ci. Désormais à elle d'y jouer.
Au Niger, l'actualité, c'est le séminaire d'appropriation des principes de la refondation nationale, une initiative du Comité national chargé de l'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel. Ce séminaire est destiné aux secrétaires généraux des départements ministériels, des cadres des services rattachés à la présidence de la République et au cabinet du Premier ministre. On en sait davantage sur les motivations de ce séminaire avec notre consoeur de la télévision nigérienne, Ramatou Adamou Ali. Cette cérémonie solennelle consacrée au séminaire d'appropriation des principes de la refondation nationale est d'une importance capitale pour le Niger, mais aussi pour la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES. Un séminaire pour mieux outiller les secrétaires généraux des ministères et des responsables des services rattachés à la présidence de la République et au cabinet du Premier ministre. Une initiative du Comité national chargé de l'opérationnalisation de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel, AES, qui a pour thématique l'édification de la Confédération de l'Alliance des États du Sahel dans le contexte de la refondation. Le premier objectif, c'est l'appropriation de cette vision-là à travers les objectifs, à travers ces principes, la vision de la refondation, la vision de la Confédération des États du Sahel, donc appropriation d'une part, et d'autre part, recueillir auprès de vous et identifier d'abord avec vous les obstacles et les contraintes sur la voie de la refondation. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général adjoint du gouvernement a formulé le vœu que ces assises soient couronnées de résultats fructueux pour le bien de la Confédération. Il est donc plus que urgent de consolider la vision patriotique et souveraine et panafricaine des pères fondateurs de l'AES pour garantir le développement de nos États, tout en nouant des rapports bilatéraux et multilatéraux fondés sur de nouveaux paradigmes. Ce séminaire est donc une occasion pour tous ces acteurs de formuler des recommandations pertinentes à même de promouvoir leurs différents services. À présent, le contenu de ce communiqué qui vient de nous parvenir. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique informe les enseignants, les chercheurs, les étudiants, les parents, les partenaires et le personnel administratif que conformément au communiqué conjoint de suspension des cours du 26 octobre 2025, les cours reprendront le lundi 10 novembre 2025. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique remercie la communauté universitaire pour sa compréhension, son engagement et son sens du devoir patriotique. Cette reprise concerne tous les ordres d'enseignement. Le ministre de l'Éducation nationale sera demain sur le terrain pour constater l'effectivité de la reprise des cours. Et nous restons dans le monde éducatif. C'est une tenue très fréquente au niveau de l'espace universitaire, mais peu de gens s'intéressent à son sens. Il s'agit de la toge. Elle symbolise la réussite et la fin d'un parcours scientifique. Quelle est la symbolique de la toge? Quelle est la signification des différentes couleurs? Autant de questions que Alpha Maïga tente de répondre dans ce dossier. On regarde. La toge tire ses origines dans les traditions universitaires européennes médiévales. Le mot même toge vient du verbe tegere qui veut dire couvrir dans le latin. La couverture, ça c'est le sens initial, c'était un symbole de citoyenneté. Longue, noble, souvent noire ou rouge, voire encore teintée à d'autres couleurs, la toge universitaire impressionne par sa prestance. Elle traverse les cérémonies de soutenance, de collation, de diplôme ou d'installation académique. La première fois que j'ai porté la toge, j'ai eu deux sentiments. Le premier sentiment, c'est un sentiment de joie, parce que c'est l'accomplissement de plusieurs années de travail.
Et deuxième sentiment, c'est un sentiment de peur par rapport aux responsabilités que ça engage, qui consiste à prendre soin de la santé des gens. Sentiment de reconnaissance, sentiment de responsabilité et sentiment de réussite. Donc c'est un sentiment, c'est un triple sentiment. Elle symbolise la fin des études doctorales. Dans les universités maliennes et africaines en général, porter la toge, c'est incarner la solennité, la rigueur et le savoir. La toge, c'est la reconnaissance d'un long parcours scientifique. C'est aussi une responsabilité, porter le savoir et du coup le transmettre. Au début, il y avait une seule université et la couleur était définie en fonction des facultés et les instituts. Chaque faculté avait sa couleur et chaque institut aussi avait sa couleur. Avec la création des 4 universités de Bamako et d'autres universités, les couleurs ont été définies en fonction des universités et des grandes écoles et des instituts. Que ce soit les impétrants, que ce soit les professeurs, que ce soit les membres du jury, tout le monde est en toge, mais dans la règle générale, ce sont des toges de différentes formes et de différentes couleurs selon les règles de l'institution et aussi selon la discipline. Couture locale ou importation, la toge a un prix. La tenue est parfois vue comme un luxe. Faire la toge avec le coton déjà ramène à fructifier, en tout cas à augmenter en tout cas la rentabilité au niveau des artisans. Ça veut dire déjà qu'il faut filer le coton, ça veut dire qu'il faut tisser, il faut avoir le fil, le tissu, et ça veut dire aussi qu'il faut teindre. Quand on teint, maintenant on va à la couture. Donc maintenant, c'est culturel. De plus en plus, on voit cette réglementation disparaître. Il est temps que cette réglementation revienne, qu'on puisse fournir suffisamment de toges aux différents grades pour permettre à chacun, à chaque cérémonie solennelle, de porter ces toges-là. Chez les jeunes enseignants, la toge reste un rêve. Elle représente l'aboutissement, d'où un nouvel engouement, parfois même sur les réseaux sociaux où les publications en toge abondent à chaque promotion. Étant donné que les anciens sont passés par là, nous, en étant la jeune génération, il serait très important et très intéressant d'accompagner cette vieille génération. Eux, ils sont vers la sortie. Si la relève n'est pas assurée, on va avoir cet intervalle de vide qui sera là et le besoin, ça va se sentir. C'est la relève, il faut l'assurer. Donc c'est un rêve parce que ça te donne une stature internationale, une dimension internationale, parce qu'il s'agit maintenant de faire de la recherche scientifique qui est une recherche ouverte. Que chaque enseignant-chercheur qui détient une toge puisse l'utiliser à bon escient lors des différentes cérémonies solennelles. Que chacun puisse apporter l'entretien qu'il faut. Parce qu'il ne s'agit pas tout simplement de le jeter par terre ou de le laisser à la poussière et lors d'une cérémonie, le porter sans les précautions qu'il faut. La toge universitaire n'est pas un habit, elle est un discours visuel, un récit silencieux d'excellence et de transmission du savoir. Sous le ciel du Mali, L'ONG Al-Farouk et ses partenaires turcs apportent assistance aux orphelins. Ils ont mis à leur disposition des allocations, un don qui consiste à couvrir pendant un bon moment leurs besoins sanitaires et éducatifs. L'initiative, qui touche plus de 500 orphelins, a coûté une trentaine de millions de francs CFA. La cérémonie s'est déroulée en présence de Sokona Kamesoko. Par cet acte, l'ONG Al-Farouk respecte une tradition, celle qui consiste à secourir les orphelins en mettant à leur disposition des allocations, un fonds qui servira à prendre en charge les frais scolaires et sanitaires des enfants pendant un bon moment. Au nom des bénéficiaires, je remercie l'ONG Al-Farouk et ses partenaires d'avoir pensé à nous. Ils ne sont pas à leur premier geste.
On souhaite que ce genre d'initiative se multiplie afin d'atteindre beaucoup de personnes en situation difficile. On a à notre main 575 orphelins qui doivent bénéficier 31 millions de francs CFA par notre partenaire en turc qui ont financé cette donation. Ces allocations sont logées à la Banque malienne de solidarité BMS et chaque bénéficiaire a un compte en son nom au niveau de la dite banque. La solidarité, ce sont les 365 jours de l'année. Mais ce mois d'octobre permet d'attirer l'attention des uns et des autres sur les actes de solidarité. Donc nous invitons tous les acteurs humanitaires à emboîter ces pas parce que vraiment c'est extrêmement important. Ça permet d'aider l'État et la collectivité, en tout cas à la prise en charge des préoccupations de la population. Ce geste de l'ONG Al-Farouk et ses partenaires s'inscrit dans le cadre des activités du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion. Accueil des activités de la 30e édition du mois de la solidarité de la lutte contre l'exclusion. Cette cérémonie a été marquée par une remise de vivres et non-vivres à une dizaine d'associations, de groupements et des motos. La cérémonie était présidée par le gouverneur de la région. Le reportage de Brahim Adao. Cette 30e édition du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion a été marquée à Caille par une forte mobilisation sous l'égide de la Direction régionale du développement social et de l'économie solidaire, traduisant ainsi l'élan de solidarité impulsé par les plus hautes autorités du pays. La solidarité est importante car elle renforce les liens sociaux, les inégalités et favorise le bien-être collectif en encourageant l'entraide et le soutien mutuel. Elle est essentielle pour la cohésion sociale, l'action collective et la résolution des problèmes communs. C'est sous la responsabilité du gouverneur que l'ensemble des parents et des agents de la Direction régionale de développement social et de l'économie solidaire de Caille, que nous avons bien voulu entretenir un certain nombre d'activités. Je vais profiter de l'occasion pour non seulement féliciter, mais remercier aussi les parents et les marraines qui ont bien voulu nous accompagner. Au cours de cette cérémonie de clôture, les parrains et marraines de la 30e édition du mois de la solidarité et de lutte contre l'exclusion à Caille ont reçu des attestations de reconnaissance. Des vivres et non-vivres, des motos tricycles Jakarta et des kits scolaires ont été offerts aux veuves des militaires tombés sur les champs de l'honneur, aux personnes en situation de handicap, au conseil régional des personnes âgées, aux femmes seules chargées de ménage et à l'académie d'enseignement de Caille pour les enfants scolarisés de parents démunis. Moi, je suis très heureux de recevoir ces kits-là au nom des élèves ici des familles démunies. À chaque fois que l'occasion se présente, les autorités n'ont jamais manqué de penser à l'école de façon générale. Le chef de l'exécutif régional, général de brigade Moussa Soumaré, a mis à profit cette cérémonie de clôture pour mettre l'accent sur la pérennisation de cette politique nationale de solidarité. Il lance un appel aux responsables politiques, administratifs, aux ONG, associations, opérateurs économiques et personnes de bonne volonté afin qu'ils multiplient ces actions pour donner à la solidarité tout son sens. Les actions multiformes sont d'autant méritoires que l'institutionnalisation du mois de la solidarité et de la lutte contre l'exclusion au Mali tente de dynamiser un élan de solidarité qui demeure une vertu cardinale de la société malienne. Vivement la prochaine édition. À Gao, l'UNICEF, en collaboration avec le Canada, récompense les communautés et a atteint les critères de communauté favorables aux pratiques familiales essentielles. C'est à la faveur d'une cérémonie de labellisation, nous dit Aliou Idrissa Meiga. En initiant cette cérémonie de labellisation, SIOD Canada et l'UNICEF veulent célébrer, récompenser et motiver les communautés ayant atteint les critères de communauté favorables aux pratiques familiales essentielles. Ce projet visait à renforcer les capacités des femmes et des acteurs locaux clés autour des pratiques familiales essentielles pour soutenir un changement positif des normes sociales. Toutes les communautés qui ont été mobilisées autour des pratiques familiales essentielles ont atteint aujourd'hui les niveaux de communauté favorables selon les critères nationaux de labellisation, soit un taux de satisfaction de 100%. Cette labellisation s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du programme de promotion des pratiques familiales essentielles financé par la Banque mondiale en partenariat avec le gouvernement du Mali sous l'égide du projet de promotion de l'accès au financement et à l'emploi des jeunes et des femmes PAFEM. Wagner nous a aidés avec des documents très importants qui nous a permis de faire de la sensibilisation sur les affaires de la communauté, de
soutien de la promotion du pratique familiale essentielle. Les communautés qui ont été labellisées, notamment les communes semi-alitaires, para et Poudré, on peut les féliciter, les encourager pour avoir mérité une telle récompense, une telle confiance. Mais le plus difficile reste à faire. Il s'agit de maintenir cette situation. Pour Siod, cette labellisation demeure un point d'orgue du suivi de la promotion des pratiques familiales essentielles. Votre émission Question d'actualité fait un gros plan sur les 2 mines de lithium du Mali. Ces 2 mines mises en service par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta, ont des retombées économiques pour l'État. Ces retombées sont estimées à environ 1000 milliards de francs CFA pour chaque mine sur une dizaine d'exploitations. Des investissements colossaux pour le développement socio-économique. Je vous propose de suivre un extrait de ce débat animé par Sira Bachidi. C'est une grande opportunité d'avoir 2 mines de lithium de très grande capacité, de classe mondiale, et de surcroît dans une même zone. Cela est une grande opportunité, et surtout pour la région de Bougouni. Je crois que dans nos calculs, l'État va tirer un très grand profit vraiment de ces activités d'exploitation de lithium. Monsieur Semega, ça va faire bientôt une année que les portes de Goulamina ont été ouvertes par le président de la transition, le général d'armée Assimi Goïta. Nous sommes à quel stade aujourd'hui à Goulamina par rapport à la production? Au 30 septembre 2025, Goulamina représente un investissement total de 545 millions de dollars américains, ce qui équivaut à un peu plus de 300 milliards de francs CFA. Donc cela inclut toutes les phases, depuis les phases de recherche, les phases de construction, et également la contribution directe à l'économie malienne. Donc à cela, je tiens à préciser que Goulamina, c'est un gisement de classe mondiale. Goulamina, aujourd'hui, c'est le 5e plus grand gisement de lithium au monde. C'est un gisement exceptionnel. Et la région de Bougouni est un grenier en matière de lithium. On va vérifier tout à l'heure avec Issa Kamisoko. Les portes de Nganala sont ouvertes désormais. Dites-nous, quel est le tableau du sous-sol malien à Nganala? Le gisement de Nganala a une capacité de production annuelle de concentré de spodumène d'environ 120 à 140 000 tonnes de concentré de spodumène par an. Donc au regard de Nganala, nous avons bâti une usine qu'on appelle une usine de séparation en milieu dense. Cette usine représente un système de traitement de minéraux différent de Goulamina ou différent de la deuxième phase de notre projet. Voilà, question d'actualité à suivre après l'émission Défense citoyenne. Homme politique, plusieurs fois ministre de la République et président de la Commission nationale d'organisation du cinquantenaire du Mali, Oumar Hamadoun Diko a tiré sa révérence ce 4 novembre à Abidjan. L'un des dignes héritiers de Fili Dabo Sissoko a été conduit ce matin en sa dernière demeure après la cérémonie mortuaire qui s'est déroulée à 15 Ambougou. Alpha Maïgaï était pour ORTM 1. Au cimetière de Nyarela, en commune 2 du district de Bamako, la voix du dialogue qui s'est tue repose ici. Oumar Hamadoun Diko. Il est accompagné à sa dernière demeure par une foule immense, parents, collaborateurs, amis et connaissances. C'est un frère, un ami, un conseiller. Que la terre lui soit légère, tout le monde demande pardon. Que Dieu l'accepte dans son paradis éternel. Auparavant, lecture du Saint-Coran, formulation de bénédiction à l'endroit du défunt, 71 hivernages sur terre, un parcours enraciné dans l'histoire. L'émotion est grande. Mon frère, ami et voisin, que je voyais tous les après-midi à 17 h. Dans ma grande famille ici à 15 ans. Nous avions cheminé ensemble dans les différents gouvernements. C'est simplement dire merci à tout le monde pour votre compassion, pour vos prières,
Je ne suis pas un grand orateur comme mon père l'était, mais aujourd'hui me voilà, à jouer un rôle qu'il aimait tant. Parler de famille, parler pour faire rire. Vous avez bien entendu. Ma petite sœur disait que notre papa était son clown préféré. Oumar Amadou Dicko a vu le jour à Nara. Il s'est illustré dès les années 1990 dans les milieux associatifs et politiques. Héritier des idéaux du parti soudanais progressiste PSP, il portait avec dignité l'héritage de Fili Dabo Sissoko. Dans sa vie, il n'avait parlé que de Fili Dabo Sissoko. Je ne l'ai jamais entendu parler de son père Amadou Dicko. Chaque fois qu'il s'engage, il dit « Hey Moudi, il faut qu'on tienne. Hein. Nos parents ont tenu, il faut que nous aussi on tienne. » C'est un homme politique brillant. Il a travaillé pour son pays. Il a beaucoup travaillé pour la réconciliation. Nous avons travaillé ensemble depuis la conférence nationale. En lui, le Mali perd un digne fils. Sous les présidences d'Alpha Oumar Konaré et d'Amadou Toumani Touré, Dicko occupe plusieurs fonctions ministérielles. En 2010, ATT lui confie l'organisation du cinquantenaire de l'indépendance du Mali, preuve de la confiance placée en sa capacité à fédérer et à incarner l'unité nationale. Un homme qui a toujours prôné le pardon, la réconciliation nationale et qui a toujours œuvré pour que les Maliens se retrouvent, s'entendent, se mettent à travailler ensemble. Il était là à tous les moments importants de nos vies. Nous sommes restés très proches. Mon petit frère Hervé, qui nous a quittés avant lui, s'appelait Amadoun, du nom du père d'Oumar, Amadou Dicko. Pour la petite histoire, nous avons tous un prénom musulman. Le mien, c'est Alassane. En mémoire à Alassane Mahaman Haïdara, qui était le président de l'Assemblée nationale du Mali. Oumar Amadou Dicko savait raconter l'histoire du Mali avec justesse et sans passion excessive. Un conciliateur, un humaniste, un grand fils de ce pays. Sa joie, son amour pour ce pays, un homme d'humour, surtout l'humour. Agréable à vivre, sociable, il ne regarde pas son rang, il n'a jamais fait attention au rang. Il nous a mis tous sur le même pied d'égalité. Oumar ne faisait jamais les choses à moitié, dont la parole était d'or. Il ne transigeait jamais avec ses valeurs. Il était notre boussole morale. Départ d'Oumar Amadou Dicko, un vide au sommet de Djona. Alors que le Mali s'apprêtait à célébrer ce mardi 11 novembre la journée des autorités et légitimités traditionnelles, la nouvelle est tombée comme un coup péré. Et un autre cadre du pays s'en est allé. Les obsèques du docteur Madiassa Magiraka ont également eu lieu cet après-midi à Kalabankoro Adeken. Ingénieur-chercheur en électronique, M. Magiraka a été le premier Africain à intégrer la NASA. À 82 ans, il laisse derrière lui une famille, des amis et des collaborateurs inconsolables. Une grande perte pour le Mali, l'Afrique et le monde. Voilà le reportage complet de Youssouf Diakité dans nos éditions futures. Que leur âme repose en paix, ainsi va la vie. Fin de cette édition. Pensée spéciale aux femmes et à la population de son pays dans le cercle de Niafougué. Bonsoir. Nous laissons derrière nous tout ce que nous avons de